Bonsoir, Madame, Messieurs, ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le conseiller de Buckingham, Maxime Penneau-Jobin. Mais on commence l'émission avec le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Léger. Monsieur Léger, bonjour et encore une fois, merci de venir nous rencontrer. Évidemment, la semaine dernière, mercredi dernier, c'était le Conseil des commissaires et on a parlé. En fait, ce qui sort, c'est augmentation de taxes, mais ce n'est pas tout à fait ce que c'est. On sait que le gouvernement du Québec a annoncé l'arrêt de la péréquation, ce qui veut dire un trou dans le budget des commissions scolaires. Ça se reflète sur le compte de taxes des contribuables. D'abord, qu'est-ce que c'était la péréquation? Pourquoi ça avait été établi il y a 5 ans maintenant? Parfait. La péréquation, en fait, c'est un peu... le gouvernement venait corriger un exercice qui a eu lieu 5 ans passés lorsqu'on a fait la réévaluation des valeurs foncières dans les 23 municipalités. Donc, puis il y a eu des augmentations assez importantes. Donc, le gouvernement venait corriger, éponger un petit peu l'augmentation de taxes qui aurait eu lieu à ce moment-là 5 ans passés. Donc, cette péréquation-là, si le contribuable prend son compte de taxe comme tel, la facture, on voyait la première ligne du 35 sous du 100. Et par la suite, il y avait une deuxième ligne qu'on voyait réduction. Donc, c'est la ligne de réduction qui va être appelée à disparaître sur 3 ans. Donc, la commission scolaire ne recevra plus les 5 millions que le gouvernement venait corriger pour absorber un petit peu les évaluations foncières. Donc, l'évaluation, en fait, le taux de taxation était le même pour tout le monde, c'est-à-dire 35 sous du 100 d'évaluation. Par contre, dépendamment de l'endroit où on vivait, l'évaluation était plus ou moins élevée. Et dans les faits concrets, je sais que pour certaines municipalités, il y a même une diminution du compte de taxes. Si on prenait peut-être quelques secondes là, pour passer à travers les différentes municipalités de notre secteur, à savoir combien et à quelle différence on peut s'attendre au cours des prochaines années. Oui. Peut-être pour débuter, le Conseil des commissaires a statué que cette année, nous allons ramener tout le monde, tous nos contribuables, à 26,06 du 100. Donc, l'exercice de correction se fait cette année. Donc, si on prend par exemple la région de Gatineau, Buckingham, Masson-Angers. Donc, les gens payaient, ils étaient chargés à 35 sous du 100, avaient une correction, étaient chargés, avec la correction du gouvernement, étaient chargés à 20,05. Maintenant, ils vont être apportés à 26,06 du 100. Donc, ça représente une augmentation d'approximativement 200 sur le compte de taxes qui va se refléter directement par porte de maison. Par la suite, si on prend le même exercice, exemple, à Tursault. Tursault, eux, étaient déjà taxés à 28. Donc, les gens de la municipalité de Tursault, eux, vont se retrouver cette année avec un crédit de taxe scolaire. Parce qu'on ramène, comme je disais au début, en entrée de jeu, on ramène tout le monde à 26. Donc, cette année, elles vont avoir un petit crédit pour s'assurer que tout le monde, on repart le cadran à 26. Et si on prend un exemple comme les citoyens du Lac-Simon, eux payaient seulement que 17 du 100. Donc, ces gens-là vont avoir une augmentation assez importante. Donc, on parle d'environ, là, par exemple, pour Gatineau, on parle d'environ, dans des chiffres concrets, à peu près 100 par année. C'est ça. Même chose, je pense, du côté de l'Ange Gardien, sensiblement le même taux de taxation. Oui. Donc, première année, on corrige 50 et les 2 années qui viennent, parce qu'évidemment, il reste un autre 50 à corriger. Donc, ça sera ramené 25 les 2 années suivantes. Toujours dans le même conseil. Du taux, toujours. Oui, voilà. Toujours dans le même conseil des commissaires, vous avez statué que la maternelle à 4 ans, ça se passerait du côté de l'école... Maria Goretti à Tursault. Voilà. Et bon, d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a fait que c'est cette école-là qui a été choisie là, parmi toutes les écoles de la commission scolaire? Bien, en fait, le ministère avait des critères assez spécifiques. Un des premiers critères, on ne pouvait pas, exemple, choisir une école où il n'y avait pas de locaux disponibles. Donc, il devait avoir des locaux disponibles
prêt à accueillir 18 étudiants. Donc, le maximum d'étudiants que le ministère finance, c'est 18. Mais il faut comprendre que donc c'est un prof, parce que le ratio élève-professeur, c'est 18 à la maternelle. Donc, on est financé pour 18 étudiants seulement. Et l'école choisie doit être dans un quartier défavorisé, donc où on devrait dire côté 9 et 10. Donc, sur les écoles, l'administration nous a sorti les écoles qui rentraient dans ce créneau-là et les décisions ont été prises par la suite. Donc, on parle est-ce qu'on parle de septembre qui vient, là, en Oui, 2013? septembre, toute cette année qui vient. Et il va y avoir 18 petits bouts de choux de 4 ans qui vont se présenter à l'école Maria-Goretti dans le secteur de Tursault. Mais est-ce que c'est des élèves qui vont provenir de toute la commission scolaire ou particulièrement au plus près de l'école comme telle? Bien, en fait, ça va être par rapport à les critères d'inscription. La commission scolaire, comme l'école, va se rabattre sur les critères d'inscription. Donc, en premier lieu, les citoyens du territoire, du bassin d'alimentation de l'école Maria-Goretti vont être choisis en premier lieu. Et la deuxième chose, le parent doit venir d'un code postal qui est jugé défavorisé, donc 9 et 10, pour être admissible à cette classe-là. Donc, l'étudiant doit venir d'un bassin qui a un code de défavorisation. Ça ne peut pas être n'importe qui rentre dans cette maternelle-là. Mais on sait que le territoire de la CSCV est quand même assez vaste. Et c'est loin d'être la seule école qui est cotée 9 ou 10 dans le secteur. Donc, les gens, par exemple, à Notre-Dame-du-Lot, c'est presque impossible pour les gens d'avoir des élèves qui vont... En fait, des enfants de 4 ans qui vont aller à la maternelle. Bien, en fait, à l'école de la Montagne, bénéficiait déjà d'une école, d'une maternelle 4 ans, dû à une étude, un projet pilote qui a été monté là. Donc, au moment où on se parle, on n'a pas encore indication que l'année prochaine, la maternelle 4 ans n'aura pas lieu à l'école de la Montagne. Donc, il va y avoir en fait 2 classes. En fait, oui. Pour le moment, là, au moment où je vous parle, ça devrait être prévu pour l'année prochaine aussi. Et les parents du secteur de Tursault qui vont avoir la chance de bénéficier là, de cette maternelle-là vont le savoir à partir de quel moment? Comment ça va leur être annoncé? Bien, en fait, ça va être mis un avis public dans les journaux et mis disponible sur notre site Web. Et puis, on vous fait confiance, M. Pilote, pour diffuser cette bonne nouvelle-là à notre communauté. Voilà. On parle maintenant du terrain synthétique. Oui. On sait que on en a parlé vraiment beaucoup. Le député, M. Iraca, là, qui a parti une pétition à l'Assemblée nationale. On espère avoir 2000 signatures d'ici quelques semaines, je pense, qu'il reste avant la fin de la pétition. Et la commission scolaire, là, qui vient ce matin même, en fait lundi matin, de publier un communiqué pour rappeler son engagement. Oui, en fait, le Conseil des commissaires a voulu s'affirmer davantage sur la place publique après avoir reçu aussi des pétitions des parents de l'association de soccer de l'Outaouais, d'avoir eu des représentations de la Fondation des Tigres et une mobilisation des gens qui viennent nous présenter ce projet-là. Le Conseil des commissaires a décidé de vraiment prendre la pôle sur ce dossier-là et de faire des représentations au ministère pour faire avancer le dossier. Le dossier du terrain synthétique a été déposé au MELS l'année passée, en mai. Nous avons eu un premier refus et on nous avait dit que dans la prochaine vague, après les élections, qu'on aurait des nouvelles, parce que notre projet cadrait dans toutes les demandes. Tous les critères, oui. Donc, aujourd'hui, après avoir fait des rencontres avec le ministre de la région, M. Bergeron, on veut s'assurer qu'à Québec, qui n'oublie pas notre projet,
qui mettent en priorité notre projet. Donc, c'est de le rappeler à nos politiciens à Québec. D'autant plus qu'il y a peu de projets qui peuvent mobiliser autant une population. On parle de la commission scolaire, on parle du conseiller ici, on parle aussi de la municipalité de l'Ange-Gardien, et on ne peut pas laisser de côté le fait qu'en novembre prochain, il va y avoir des élections, que ça risque d'être des nouveaux élus et que les sommes qui sont actuellement disponibles ne le soient plus. Effectivement. Et puis, donc, la prochaine étape pour nous, c'est de vraiment, pour s'assurer que ces sommes-là demeurent disponibles à la communauté, nous sommes à s'asseoir ensemble, tous les partenaires financiers, pour vraiment rédiger un protocole d'entente. Donc, pour un petit peu ficeler tout ce projet-là, avec la municipalité de l'Ange-Gardien qui souhaite qu'on élabore un protocole, avec les gens de la ville de Gatineau par M. Jobin. Donc, nous sommes à attacher tout le montage financier pour vraiment s'assurer qu'on ait un montage vraiment solide. Et ce qui est sûr, c'est qu'en novembre prochain, M. Pedneau-Jobin ne sera plus le conseiller du district. Il va être ou bien maire ou bien pas du tout en politique. Donc, c'est important là, de ficeler tout ça avant que ça se termine. Exactement. La semaine dernière, toujours, vous avez eu, en fait, je pense qu'il y a 2 semaines maintenant, mais le gala des commissaires. À chaque année, vous tenez à souligner l'engagement du personnel de la commission scolaire. Et en terminant, c'est important pour vous, ce gala-là. Et qui est-ce qui est honoré dans ces galas comme ceux-là? Ce gala-là est très important pour le Conseil des commissaires. C'est l'opportunité, c'est la chance pour une organisation comme la nôtre, notre commission scolaire au cœur des vallées, de reconnaître notre personnel, de reconnaître des bons coups et de mettre en lumière, au premier plan, nos acteurs principaux, qui sont nos employés. Donc, des employés de toutes catégories ont été reconnus au travers des dernières années. Une équipe école, des équipes écoles, des directions, des profs, des équipes de soutien, comme cette année, ça a été l'équipe d'orthopédagogues qui a été reconnue pour leur travail exceptionnel. Donc, on a vraiment la chance de souligner ces bons coups-là. Et en plus, cette année, les nominations ont été faites par des gens du personnel eux-mêmes. Et on a eu la chance de voir des vidéos et des témoignages de ces gens-là. Ça a été vraiment une soirée exceptionnelle. Donc, c'est à reprendre, évidemment, l'an prochain. Monsieur Léger, voilà. Alors, c'est tout le temps dont on disposait. Merci beaucoup parce que vous êtes venu nous rencontrer à quelques occasions cette année. La saison s'achève, donc l'an prochain, on va vous voir. On va vous souhaiter un très bon été. Alors, je vous invite à rester des nôtres. Tout de suite après la pause, le conseiller du secteur Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu et comme je le disais avant la pause, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, bonsoir. Encore une fois, merci d'accepter notre invitation. On sait que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, l'Assemblée d'investiture dans le secteur Aylmer, où Stéphane Psonac a été confirmé comme candidat pour la prochaine élection. Et vous avez tenu, durant la soirée, à présenter M. Psonac, qui est un bon ami à vous et avec qui vous avez appris à découvrir beaucoup d'affinités au fil des années. Oui, moi, je connais M. Psonac depuis l'université. On s'est connus, ça fait à peu près 25 ans. C'était quelqu'un, on était engagés les deux, en fait, dans le journal étudiant de l'université.
Lui était engagé en fait, il travaillait plus que moi au journal étudiant. Moi, j'avais été beaucoup en politique étudiante avant. Fait que c'est quelqu'un, oui, que je connais bien depuis longtemps. Puis c'était un peu historique vendredi soir, pas juste à cause de la première partie de la série, Sénateur canadien. C'était la première investiture qu'on attendait depuis, en fait, qu'on n'avait jamais eue en Outaouais. Et pour moi, on commence à changer les façons de faire de la politique parce que c'était une belle occasion où M. Psenak se retrouve devant une centaine de personnes et il dit, bien, voici ce que j'ai fait depuis 4 ans, puis voici ce que je vous propose. Et c'est une centaine de membres du parti. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont devenus membres sur place. Fait que pour moi, c'est une occasion de plus, ces investitures-là, de parler des enjeux locaux, de parler de ce qu'on veut pour notre quartier. Fait qu'il n'y a pas juste à la campagne où on le fait, là, durant la campagne, il y a même avant, au moment de l'investiture. Fait que je trouve que c'est une belle contribution, ça aussi. On sait que c'est la première d'une série de... En fait, il devrait y en avoir 17. Oui. 5 qui sont annoncés dans les semaines ou dans le prochain mois, dans différents secteurs. Mais dans notre secteur, dans le secteur Est, Buckingham, Masson-Angers, il n'y a pas encore d'investiture d'annoncer. Êtes-vous en mesure de nous dire s'il y a des gens là, qui sont intéressés à se présenter sous les couleurs d'Action Gatineau? Oui, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui m'ont appelé, avec qui j'ai discuté. Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, notamment familiales, c'est un choix difficile d'entrer en politique, ont reculé. Mais on va avoir des candidats, on devrait avoir des candidats partout dans Gatineau, là, donc 18 districts à combler, mais je n'ai pas de date encore à l'Est. J'aimerais qu'on vienne un petit peu là, dans des dossiers qui sont un petit peu plus locaux, si on veut. Dans notre secteur à nous, on a annoncé en grande pompe l'été dernier que le poulailler devrait être démoli, faire place à un spa. On annonçait que... En fait, je pense qu'il y a 3 ou 4 semaines que le permis de démolition avait été donné aux 2 promoteurs là, qui voulaient faire le spa. Et on apprenait la semaine dernière que c'est mort finalement. Les 2 promoteurs se sont désistés et on se retrouve finalement à la case départ. Oui, on comprend qu'il y a 2 processus en même temps. Il y a le processus administratif de la Ville où nous, on a émis tous les permis qui devaient être émis. On a fait les changements là, au CCU, au comité d'urbanisme qui était nécessaire. Mais en même temps, il y a tout un processus économique. C'est un promoteur qui dit, bon, ben, j'investis, je me prépare à investir. Il y a un nouveau spa qui s'est ouvert dans Petite Nation. Le montage financier était difficile à faire. En tout cas, il y a eu toutes sortes de choses qui font que les promoteurs ont finalement décidé de reculer. Moi, je suis extrêmement déçu, mais en même temps, je ne contrôle pas tout. C'est le privé qui propose un projet. C'est une promoteur. En fait, c'est un couple qui prend une décision bien personnelle. Là. Moi, ce que je veux continuer à faire, c'est la bataille pour qu'on le démolisse. C'est pas extrêmement sécuritaire. Là, je sais, au début de mon mandat, moi, on avait envoyé la police, les pompiers, tout le monde. Et c'était assez sécuritaire. On n'était pas capable de les forcer à démolir. On n'était pas capable de forcer l'ancien propriétaire à démolir. Là, les propriétaires actuels sont dans un processus de revente puis tout ça. Ça fait qu'on va attendre un peu, mais moi, je veux que la Ville, on regarde ça une nouvelle fois de très près. Est-ce que c'est sécuritaire? Parce qu'on sait que ça ne rajeunit pas, là. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait que cette bâtisse-là passe un autre hiver. Mais il n'y a pas moyen, M. Petneau-Jobin, de tout simplement, comme municipalité, de dire ça n'a plus de bon sens d'avoir ça dans notre paysage et de s'en porter acquéreur et de le démolir, de faire un parc ou de faire... Exactement. Avant que ce scénario-là de spa soit en place, moi, c'est là-dessus que je travaillais. Parce que je prétendais que le terrain étant ce qu'il est, le lieu physique, c'était un peu compliqué parce que c'est dos à la rivière. Je prétendais que la seule possibilité, c'est que la Ville l'achète puis on fasse ça. Le privé se présente, puis dit, nous autres, on va le faire. On recule, parce que j'aime mieux que ce soit fait par le privé. Nous, on a besoin de chaque sou pour faire toutes sortes de choses. Là, on revient à ce scénario-là, peut-être. Si les propriétaires réussissent à vendre rapidement, si eux prennent des décisions, peut-être qu'on ne se rendra pas là. Mais pour moi, ça doit être aussi sur la table. C'était presque un miracle, de toute façon, il y a 2 ans, quand on a réussi à vendre des titres. Je ne sais pas combien d'années que c'était à vendre. L'autre option dont vous parliez, c'est que la Ville adopte un règlement un peu comme Ottawa est en train d'adopter sur l'apparence, en disant si votre édifice est à l'abandon, là,
Bon, bien, il y a toutes sortes de choses, de conséquences pour vous au niveau de, je sais pas moi, de la taxation, de la capacité de notre force à forcer à démolir, etc., parce que ça enlaidit le paysage de façon assez importante. Et ça l'enlaidit des deux côtés, M. Penneau-Jobin, même quand on se promène sur la rivière ou quand on est sous le pont, ça enlaidit autant parce qu'on pourrait peut-être maquiller la façade, mais l'arrière est aussi... L'arrière est pas beau, puis si on le démolit, bien, au moins, on va voir la rivière. Moi, c'est ce que je prétends, même si on... Parce que d'habitude, quand on démolit, il faut un projet de remplacement. On ne laisse pas un trou. Mais dans un cas comme ça, c'est beau ce qu'il y a derrière. On peut-tu démolir, puis laisser un peu de temps passer? Les gens vont peut-être constater que c'est tellement beau qu'il y a un projet qui va naître là. Est-ce que ça risque d'être un des engagements d'un futur candidat d'Action Gatineau ou du candidat à la mairie? J'aimerais ça que ça soit réglé avant l'hiver. Mais bon, ce projet-là, là, j'en ai parlé à l'ancien propriétaire 3 semaines après mon élection en 2009. Ça fait 4 ans. C'est pas simple, puis il faut qu'on se donne une réglementation pour simplifier ça, parce que, en plus, c'est un coin stratégique. C'est la rue principale, l'avenue de Buckingham puis la rue Joseph. C'est un endroit qui est très visible. Il y a des beaux commerces, notamment l'Intersport en face, qui n'a pas le goût d'avoir ça en face de chez lui. C'est un des beaux édifices qu'on a, qui est comme enlaidi parce qu'il est en face. Évidemment, vous savez que notre émission est enregistrée et vous venez de nous dire que vous souhaitiez que ce soit réglé avant l'hiver. Donc, on va suivre ça de près, M. Penneau-Jobin. Je compte sur vous. Voilà. Un autre dossier dont on a parlé ici à l'émission, une résidente du secteur, du secteur Buckingham, mais sur la rue Kenney, qui se plaignait d'un tuyau qui passait sous son garage et qui se plaignait aussi de l'inaction de la ville qui n'était pas allée encore voir ce qui se passait. Pouvez-vous nous dire, quelques semaines plus tard, ce qui se passe maintenant? Bien, il y a un des deux problèmes qui est réglé, c'est-à-dire qu'il y a un regard d'égout qui est dans la cour de la personne. C'est vraiment issu c'est une vieille ville, puis ça paraît, il y a des décisions qui ont été prises à un moment donné qui étaient un peu étranges, notamment celle-là, parce qu'on a des tuyaux qui passent en dessous de cette maison-là, en fait, du garage de cette maison-là, et on n'a pas de servitude. Donc, en théorie, la dame pourrait dire, moi, j'enlève ça, ce tuyau-là, puis on aura un gros problème. Ça, c'est pas réglé, mais on est allé réparer le regard d'égout parce qu'il y avait une espèce de petit trou, un affaissement qui se faisait. La dame avait peur pour ses enfants qui jouent dans le cour en arrière, donc ils ne pouvaient plus jouer dehors. Avec le temps qu'il fait, c'est un problème qui est important. Ça fait que cet aspect-là est réglé. Là, on est en train de voir, qui est responsable de quoi dans ce dossier-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'absence de servitude de la ville pour ce garage-là, mais pour le tuyau sur toute la distance. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la partie sécuritaire, c'est réglé, que les enfants peuvent jouer dans la cour en toute sécurité. Alors, on va suivre aussi le restant du dossier. Cette semaine, on est en pleine semaine de sécurité civile et autant à la ville de Gatineau qu'un petit peu partout au Québec, mais ici à Gatineau, on incite les gens à prévoir au cas où une catastrophe naturelle nous arriverait. Et on remet même des trousses, je pense. Oui, on a des trousses à la ville de Gatineau. On invite les gens à communiquer avec nous. Les gens peuvent appeler au 311 pour avoir toute l'information. En gros, ce que ça dit, c'est faites ce qu'on ne fait jamais. Ouais. C'est-à-dire, préparez-vous à la catastrophe qu'on pense qui n'arrive jamais, mais qui de temps en temps se présente, là, comme le verglas ou des choses comme ça. Et ça veut dire, il y a une trousse qui dit aux gens, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'eau pour 48 heures, ça prend de la bouffe pour un certain temps, ça prend des piles pour avoir de l'électricité. Donc, dans cette trousse-là, c'est un beau petit travail d'une fin de semaine où on regarde la trousse, on regarde ce qu'on a, on installe ça, puis on est prêt pour l'avenir. Ça ne coûte pas cher, c'est pas même compliqué, puis quand ça arrive, c'est assez utile parce que plus il y a de citoyens qui sont autonomes, capables de s'occuper d'eux-mêmes, plus nos services d'urgence peuvent aller vers les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Il y a d'ailleurs des ententes avec les municipalités avoisinantes là, que si une catastrophe comme celle-là se produisait, on peut, par exemple, se retourner du côté de l'Ange Gardien. Oui, comme ça, les pompiers, les policiers, ils ne prennent pas le temps d'appeler les patrons pour voir si on doit intervenir sur le territoire voisin. Il y a déjà un protocole qui dirige quoi, qui fait quoi. On a vu hier matin la commission scolaire qui a émis un communiqué pour dire qu'on continuait de supporter le terrain synthétique à l'école secondaire à Aumidas-Gamelin, autant pour le soccer que pour le football. Et pour vous, ça continue d'être essentiel. Oui, c'est une mobilisation qui est importante. On sait qu'à Québec, c'est un gouvernement minoritaire, donc les choses peuvent changer assez vite.
C'est une décision qui était, nous dit-on, assez près d'être prise sur l'ancien gouvernement. Moi, il faut qu'on continue à mettre de la pression pour que cette décision-là soit prise le plus rapidement possible. Aussi en lien avec le contexte même municipal, parce que toutes les villes du Québec s'en vont en élection au mois de novembre. Si on pouvait régler un dossier comme ça, on pourrait attacher définitivement la contribution de la ville. Je pense que ça serait... parce que c'est un besoin, ce synthétique-là. Parce que l'argent que vous vous êtes engagé, vous, comme conseiller, à investir dans le projet, ne sera pas nécessairement disponible si c'est quelqu'un d'autre qui est élu. Non, c'est ça. Puis c'est une des critiques de cette espèce de fonds des communautés-là. Pour moi, ça ne devrait jamais être associé à un district. Ça devrait être dans la planification de la ville. Donc, si moi, je ne suis plus là, si c'est dans la planification de la ville, ça devrait continuer. Mais c'est vraiment un besoin. On pourrait doubler le nombre de joueurs de soccer dans le secteur grâce à un synthétique comme ça. On pourrait augmenter encore le nombre d'équipes qui jouent au football. Puis on sait que l'équipe de football, c'est une équipe qui a beaucoup de succès, mais c'est surtout une équipe qui est une des grosses machines de lutte au décrochage scolaire. C'est pas juste du sport, là. C'est vraiment, on fait d'une pierre 2 ou 3 coups avec ce synthétique-là. Donc, on continue là, de souhaiter que le terrain soit bâti, parce que dans le fond, il reste $1 million à aller chercher. Il ne reste pas grand-chose parce que la communauté va donner, du côté de Gatineau, c'est 750 000, du côté de l'Ange-Gardien, c'est 250. Voilà. La communauté en met, la commission scolaire met le bloc sportif puis le terrain à notre disposition. C'est assez rare une communauté aussi mobilisée. Ça fait qu'il manque juste la contribution de Québec, qui est entre 1 million et 1,5 million. Je ne sais pas, moi, si les astres vont être alignés comme ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut saisir la balle au bon. Puis... Alors, un autre dossier, M. Pedneau-Jobin. Merci infiniment, encore une fois, du temps que vous nous avez consacré. On va se revoir, évidemment, la semaine prochaine. Il reste quelques émissions avant la fin de la saison. Alors, à la semaine prochaine. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souligne que ce dont on a parlé un petit peu plus tôt avec Sylvain Léger, c'est-à-dire le gala des commissaires, va être présenté sur nos ondes au cours de la semaine prochaine. Donc, suivez notre programmation. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Bonne fin de soirée sur nos ondes.